Le faucheur noir venait à peine d'abattre un orque que sa compagne debout à ses côtés en resta médusée. En à peine une demi-heure, un tiers de l'objectif était déjà accompli, une progression si fulgurante que Jury n'aurait jamais osé l'imaginer. Pour la majorité des joueurs, une telle vitesse aurait relevé de l'effrayant, mais pour lui, le rythme restait encore trop lent. Il fallait dire que les grands campements de tribus représentaient un danger bien trop élevé pour elle. Si jamais plus de 50 orques venaient à l'encercler, elle ne pourrait rien faire pour se défendre. Incapable de la protéger efficacement dans ce cas, il ne lui restait plus qu'à se concentrer sur la traque du chaman orque. À ce moment-là, Jury exalté, déclara qu'en 3 heures à ce rythme, elle pourrait terminer la mission. Lui, affirma calmement qu'il allait l'aider à tout boucler en 1 heure. Elle se figea interloquée. 1 heure? Était-il sérieux? Il expliqua qu'il n'avait besoin de localiser qu'un seul chaman orque. Les chamans étaient capables d'invoquer d'autres orques, et lui savait parfaitement où l'un d'entre eux se terrait. Jury intrigué, lui demanda comment il pouvait en être aussi certain. Il lui confia qu'il était déjà venu seul dans cette zone auparavant. Le lieu était extrêmement dangereux, insista-t-il, et elle devrait impérativement rester près de lui. Ces paroles laissèrent Jury sans voix. Le faucheur noir n'était pas aussi froid qu'elle l'avait cru. En réalité, il se montrait d'une douceur inattendue, bien plus facile à comprendre et à approcher que ce qu'elle s'était imaginé. Peu après, tous deux arrivèrent dans un petit village. Jury s'interrogea. Un hameau aussi modeste pouvait-il vraiment abriter un chaman orque déguisé? Il lui répondit que seul lui connaissait la vérité. Ce village n'était autre qu'un piège, préparé minutieusement par le chaman. Ce dernier se dissimulait pour donner l'illusion d'un campement faible, mais dès qu'un joueur pénétrait dans la maison du sorcier et activait le mécanisme, une horde d'orques surgissait pour l'exécuter. En réalité, tout le village ne comptait qu'un seul orque, le chaman de cette demeure. Chaque fois, le chaman invoquait entre 8 et 12 orques pour se défendre. Tant que Jury suivait ses instructions à la lettre, tout se passerait sans difficulté. Il lui expliqua en détail comment procéder, et elle lui promit de respecter scrupuleusement ses consignes, comme elle l'avait toujours fait. Jusque-là, c'était toujours lui qui la protégeait. Cette fois, elle voulait s'en charger seule. De son côté, il considérait cela comme une tâche anodine. Il lui annonça donc qu'il l'attendrait à l'extérieur de la maison. Le chaman se trouvait à l'intérieur. Jury poussa la porte. Ce qu'elle vit d'abord fut un long couloir. Le cœur battant, elle s'y engagea nerveusement. C'était bien ce dont il lui avait parlé, le fameux piège. Elle devait rester vigilante, au maximum de sa concentration. Il suffisait de marcher jusqu'au bord du tapis rouge, puis de rebrousser chemin à toute vitesse. Simple en apparence, mais Jury ne pouvait s'empêcher de se sentir tendue. Elle arriva devant le tapis. Au même instant, sans qu'elle n'ait remarqué comme en niquant, le chaman apparut soudain sur le trône au fond de la pièce. Sans relâcher sa garde, elle opéra immédiatement un demi-tour et se précipita dehors. Une fois à l'extérieur, elle poussa un soupir de soulagement et expliqua au faucheur noir qu'elle avait suivi ses instructions à la lettre, mais se demandait s'il était vrai que le chaman enverrait des éclaireurs. Elle n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. À peine ces paroles prononcées, la grande porte s'ouvrit dans un fracas, laissant surgir plusieurs dizaines d'orques. Ils furent accueillis par une attaque foudroyante. En un seul assaut, tous perdirent leur capacité à combattre. Depuis le lointain, le faucheur noir lui fit signe de venir finir les créatures. Une fois cela fait, il lui demanda de recommencer, exactement comme la première fois. Jury s'interrogea alors, le chaman tomberait-il vraiment dans le même piège? Avec un léger sourire, le faucheur noir lui répondit que malgré sa ruse, ce sorcier avait une mémoire de poisson rouge, 7 secondes, pas plus. En apprenant cela, Jury se sentit à la fois amusée et pleine d'entrain. Ainsi guidée par lui, Jury réussit à éliminer 300 orques. Elle-même n'en revenait pas, tout avait été accompli en moins d'1 heure. En plus, son niveau avait grimpé jusqu'au niveau 19. Ryu de son côté, lui expliqua que le niveau 20 offrait une nouvelle compétence et renforçait toutes les précédentes. Il ajouta qu'il continuerait à l'aider à monter en niveau. Ces mots laissèrent Jury songeuse, elle ne put s'empêcher de penser qu'il était réellement attentionné. Elle lui demanda un peu timidement s'il pourrait continuer à faire équipe à l'avenir. Mais sa phrase fut interrompue par des voix bruyantes venant de derrière eux. Les deux se tournèrent. Un petit groupe de 6 joueurs venait d'arriver, observant avec stupeur les corps d'orques jonchant le sol. Ils regardèrent ensuite le faucheur noir. L'un d'eux, abasourdi, demanda si c'était lui qui avait abattu toutes ces créatures. Puis, le ton plus gêné, ils s'excusèrent, ils ne voulaient que chasser des orques et ignoraient que la zone était déjà prise. Les autres membres du groupe semblaient incapables de croire que 2 joueurs seulement aient pu abattre autant d'ennemis. Et comment un si petit village pouvait-il contenir autant d'orques? Le regard du groupe se posa sur Jury. Qui était cette femme? Faisait-elle équipe avec le faucheur noir? Un joueur bedonnant s'étonna qu'un tel tueur accepte de former un duo. À côté de lui, un jeune homme au visage effilé laissa paraître un air lubrique et détailla Jury du regard. Il la trouvait particulièrement bien faite, c'était évident. À ce moment-là, la voix tranchante du faucheur noir s'éleva, il déclara qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. 1 minute, pas plus, pour déguerpir.
Même si chacun avait ici le droit d'exprimer son opinion, il semblait évident qu'ils avaient franchi la ligne rouge fixée par le faucheur noir. Le singe maigre au corps robuste s'écria avec colère qu'il s'agissait de leur première rencontre, et qu'il n'avait aucune raison valable de devoir partir. Cette déclaration provoqua un profond étonnement. Ainsi donc, il existait encore des individus capables de contester les propos du faucheur noir? Mais ce dernier ne se montra pas indulgent. Un simple coup latéral trancha net la chevelure du singe maigre, le réduisant au silence. Il fut annoncé qu'ils avaient encore 20 secondes pour déguerpir. Reprenant leurs esprits dans un sursaut de panique, les autres se ruèrent vers l'extérieur pour fuir. L'un d'eux s'interrogea à voix haute, devait-il vraiment partir ainsi, sans rien faire? Le faucheur noir aussi impitoyable que redouté se tenait droit, le visage sombre marqué de la rune de la pensée, parfaitement conscient de leurs intentions. Il ne daigna même pas les considérer. À ses yeux, ils n'étaient que des insectes insignifiants. Puis il se tourna vers sa partenaire et déclara qu'il était temps de continuer leur progression. À distance, le petit groupe de fuyards jetait encore des regards inquiets en arrière. Le faucheur noir ne semblait pas les suivre. L'un d'eux murmura qu'il voulait retourner discrètement jeter un œil, il était curieux de savoir ce que faisaient tous ces orques à moitié humains. Le spectacle était étrange et oppressant. D'où venait-il? Ce petit village ne pouvait en aucun cas accueillir une telle foule. Ils décidèrent de se cacher très loin, hors de portée du regard perçant du faucheur noir. Soudain, plusieurs orques surgirent de nouveau, entamant une ronde. Lorsqu'ils aperçurent le faucheur noir, leur soif de sang se manifesta immédiatement, ils semblaient prêts à le déchiqueter. Mais le faucheur noir serra simplement les poings, et d'un coup d'une violence inouïe, il frappa le premier orc. Celui-ci fut projeté à une vitesse effrayante, percutant ses compagnons dans sa chute. L'impact balaya même ceux qui se trouvaient en arrière. Avant même que les cornes touchent le sol, la lame de sa faux s'abattait déjà à toute vitesse. En un clin d'œil, un autre orc s'effondra au pied d'un arbre. Il n'était plus en état de se battre. Le groupe d'observateurs stupéfaits ne put s'empêcher de s'exclamer intérieurement, voilà donc ce qu'on appelait la puissance du numéro 1. Mais alors, pourquoi une telle force se retenait-elle de les achever? À ce moment-là, Jury s'approcha des corps des orques pour leur porter le coup de grâce. C'est là que les témoins comprirent. Le faucheur noir protégeait cette femme, lui permettant d'accumuler de l'expérience en toute sécurité. Les membres de l'équipe observatrice étaient envieux, jaloux. Elle seule profitait des bénéfices tirés de ses combats contre les orques. Jury pénétra de nouveau dans la maison. Quelques instants plus tard, elle en ressortit, et le manège se répéta. Les observateurs finirent par remarquer le schéma, à chaque fois que la jeune femme entrait dans la bâtisse, elle était suivie de quelques orques. Ils en tirèrent une hypothèse, le faucheur noir avait déjà tué plus de 50 orques. Une si petite maison ne pouvait pas les contenir tous, sauf si elle dissimulait un mécanisme capable de générer indéfiniment ces créatures. Il suffirait d'attendre qu'ils terminent, puis de copier leur méthode. Jury afficha soudain un sourire radieux. Elle venait d'atteindre le niveau 20 et avait acquis une nouvelle capacité. Son sort de bénédiction avait également progressé jusqu'à atteindre une efficacité de 60%. Elle exprima le souhait de tester cette capacité sur le faucheur noir, celui-ci accepta avec plaisir. Une lumière sacrée se diffusa à partir de la paume de Jury. Le faucheur noir ressentit immédiatement une amélioration de ses attributs physiques. Un signal sonore confirma l'effet, toutes ses statistiques venaient d'augmenter de 60%. Il s'agissait d'une bénédiction renforcée. Puis Jury utilisa sa toute nouvelle compétence, l'aura du vent l'enveloppa. En un éclair, la même énergie entoura le faucheur noir, qui eut la sensation de flotter légèrement, comme allégé de tout poids. Une nouvelle alerte retentit. La vitesse d'attaque et de déplacement venait d'augmenter de 60% pour une durée de 30 minutes. Face à ces résultats, le double miroir du faucheur noir exprima sa joie. Entre la bénédiction complète et la vitesse accrue, s'il activait à présent sa compétence de chasse nocturne, il atteindrait des sommets inégalés. Il déclara alors qu'il était temps de s'occuper des insectes indiscrets qui les observaient. Jury gloussa discrètement. À l'évidence, il croyait encore ne pas avoir été repéré. Elle émit l'idée de les laisser entrer eux aussi dans la maison, pour voir comment ils réagiraient face aux orques. Peu après, le faucheur noir s'engouffra dans le bâtiment, puis en ressortit brusquement, suivi par plus d'une dizaine d'orques. Il utilisa uniquement des compétences de base pour esquiver, se faufilant entre les spectateurs. Voilà donc le véritable pouvoir du faucheur noir. Les orques se lançaient à sa poursuite sans relâche. Jury inquiète, se demanda s'il pourrait gérer autant d'adversaires à la fois. À l'extérieur, les observateurs s'interrogeaient aussi, comment se pouvait-il que le faucheur noir soit pourchassé par ces créatures? Quelque chose clochait. À cet instant, un grondement retentit. Le grand prêtre posté à l'arrière chuchota en agitant son bâton. Une onde d'énergie fondit droit vers le faucheur noir, prenant forme en un instant. Celui-ci était à présent totalement encerclé. Aucune échappatoire possible. L'un des orques portait un masque étrange. Il se démarquait nettement des autres, il ressemblait à un chef animiste. Les spectateurs comprirent alors, l'orque masqué de tout à l'heure avait invoqué d'autres orques. Cela ne laissait aucun doute, ce chef possédait le pouvoir d'invocations illimitées.
À cette pensée, elle fut saisie de stupeur, le faucheur noir se retrouvait encerclé. Elle se dit qu'elle devait faire quelque chose pour lui venir en aide. Pourtant, l'instant d'après un doute traversa son esprit. Car malgré la horde d'orques qui l'encerclait, le faucheur noir n'affichait pas la moindre trace de panique sur son visage. Tandis que l'orque prêtre poursuivait ses invocations, comptant sur le nombre pour venir à bout du faucheur noir, celui-ci paraissait toujours parfaitement à l'aise, esquivant les assauts avec une précision déconcertante, tout en gardant un œil sur les mouvements de l'équipe à l'extérieur. Les spectateurs observèrent que ce boss semblait fragile, sans doute un invocateur ou un type mage, pas construit pour le corps à corps. Voyant le faucheur noir accaparé par le flot incessant de créatures, les membres de l'équipe décidèrent de contourner discrètement l'arène pour attaquer le chef de flanc. Ils pensaient que si jamais le faucheur noir les repérait, il pourrait toujours prétendre être venu l'aider à combattre. Dans tous les cas, même un combattant aussi redoutable que le faucheur noir aurait besoin de temps pour venir à bout d'autant d'ennemis. Profitant de cette ouverture, l'équipe entama sa manœuvre d'encerclement. Jury assista à la scène, les yeux écarquillés. Il tentait de dérober la cible du faucheur noir. Elle se dit qu'il fallait absolument les arrêter. Ce chef orc ne devait en aucun cas leur revenir. Elle se souvint de la culpabilité qu'elle avait ressentie plus tôt, lorsque le faucheur noir lui avait laissé le champ libre pour s'occuper des orques, en lui assurant que sa propre mission était déjà accomplie et qu'elle n'avait pas à se sentir redevable. Mais à présent, l'objectif du faucheur noir était clair, le chef orc. Elle avait déjà récupéré une pierre d'équilibre, et les autres pierres seraient toutes liées aux chefs ennemis. Jury en était persuadée, elle ne pouvait pas laisser les autres interférer. Alors que les membres de l'équipe s'apprêtaient à passer à l'action, une voix grave s'éleva dans l'air, nuit de la mort. Un frisson de terreur parcourut aussitôt leur cœur. Que se passait-il? Dans le périmètre de la nuit de la mort, la quasi-totalité de leur champ de vision disparut, les plongeant dans l'obscurité totale. Tout ce que pouvait faire le groupe désormais, c'était rester silencieux, espérant ne pas être repéré par le prêtre orc. Mais la peur les clouait sur place, les rendant incapables d'articuler le moindre mot. Le prêtre en réalité, les avait déjà repérés bien avant. Son visage ridé en disait long sur son âge, mais ses pouvoirs restaient redoutables. En une fraction de seconde, des dizaines d'orques apparurent, encerclant les 6 aventuriers. Privés de visibilité, les membres de l'équipe ne savaient même pas d'où viendraient les attaques. Il ne fallut que quelques minutes pour que chacun d'entre eux soit abattu. Pendant ce temps, le faucheur noir venait lui aussi de terrasser les orques qui l'entouraient. Il commenta intérieurement avec un calme glacial, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils tentent de s'emparer du chef juste sous ses yeux. Ils avaient clairement surestimé leur capacité au combat. Et maintenant, pensait-il, c'était à son tour de rentrer en scène. De nouveaux orques furent invoqués dans un tumulte frénétique, mais cette fois, le faucheur noir n'avait aucune intention de perdre du temps. En un souffle à peine, il élimina l'intégralité des créatures. Il utilisa simultanément 2 états de renforcement, rapidité et bénédiction de toutes les statistiques, sans compter qu'il disposait de la rune exclusive du faucheur. Grâce à sa faux du faucheur, ses attaques bénéficiaient d'un bonus de puissance de 100%. Et s'il activait la compétence Nuit de la Mort, sa vitesse d'attaque augmentait encore de 50%. Tous ces bonus combinés faisaient d'elle une entité aussi rapide que létale. Le temps d'un simple battement de paupières, sa faux était déjà posée sur la gorge du prêtre orc. Dans l'instant, sa tête fut tranchée. Il murmura pour lui-même, comme s'il s'adressait au cadavre qu'il le remerciait de sa contribution exceptionnelle, en lui accordant une mort sans douleur. Cet homme, car derrière la faux se cachait bien un homme, était l'héritier de la puissance du dieu de la mort. Alors qu'il venait de mettre un terme à la vie du chaman orc, plusieurs notifications cristallines retentirent à ses oreilles. Il avait obtenu de l'expérience supplémentaire, une grande quantité d'or, et de l'équipement, la pierre du sommeil éternel, un totem mystérieux, ainsi qu'une pierre d'équilibre. Fixant la pierre éternelle qu'il tenait entre les mains, le faucheur noir afficha un sourire satisfait. Bien que le collier en lui-même ne conférait aucun bonus direct de statistique, il possédait un effet unique. À chaque monstre tué, une statistique augmentait, au prix d'une réduction d'un point de durabilité. Un effet semblable à celui de la rune du dragon noir, mais dans ce cas, lorsque la durabilité atteignait 0, le collier perdait tout effet. Mais il savait qu'il pourrait au 8e tour des anges, obtenir une rune de durabilité. Et en faisant appel à un forgeron, il pourrait restaurer l'état du collier, permettant ainsi une amélioration quasi illimitée de ses attributs. Un peu plus loin, Jury continuait de chercher la silhouette du faucheur noir, le cœur battant. Sous l'effet du pouvoir Nuit de la Mort, Jury avait perdu toute perception. Avant même de lever cette obscurité surnaturelle, le faucheur noir savait qu'il devait d'abord se débarrasser des cadavres. D'un mot, il les fit disparaître, des flammes d'un vert sombre les consumèrent instantanément jusqu'à n'en laisser aucune trace. Puis, lorsque l'effet du sort se dissipa, Jury, dont les sens venaient de revenir, se montra déconcertée. Elle ne comprenait pas pourquoi, un instant plus tôt, tout était plongé dans les ténèbres, et à présent sa vue était rétablie. En scrutant les environs, elle finit par apercevoir la silhouette familière du faucheur noir. N'y tenant plus, elle lui demanda ce qui s'était passé et s'il avait vu les autres membres de l'équipe.
Elle ajouta qu'il lui semblait avoir vu quelqu'un tenter de tuer en douce, mais le faucheur noir ne voulait pas que Juri apprenne la vérité, trop cruelle. Il répondit qu'il ignorait lui-même ce qui s'était produit. Juri troublé, songeait encore à ces cris d'agonie qu'elle avait entendus quelques instants plus tôt. Le faucheur noir espérait sincèrement que Juri ne verrait jamais les corps. Il voulait dans cette vie-ci, pouvoir la protéger sans qu'elle ait à connaître l'horreur. Il lui proposa de ne plus penser à ce qui s'était passé ici, et de se concentrer sur leur prochain objectif, vaincre le boss de la prochaine zone. Peu après, une autre base d'orques fut attaquée avec succès, et le faucheur noir se retrouva engagé dans un nouveau combat contre un chef orc. Sans surprise, il fondit sur sa cible à une vitesse fulgurante et l'abattit au corps à corps en quelques secondes. Un son cristallin annonça les récompenses, gains d'expérience, d'or et d'équipement. Il reçut des bottes de l'archer orc, une flèche rouillée ainsi qu'un équilibre de niveau 3. En examinant les nouveaux objets dans son inventaire, le faucheur noir constata que les bottes augmentaient l'agilité, ce qui convenait parfaitement à sa classe. Jusqu'à présent, il portait encore un équipement de tout premier niveau. Ses bottes arrivaient donc à point nommé, d'autant que certaines de ses statistiques n'étaient pas au mieux. Il comptait sur les bottes pour corriger cela. Il avait déjà vaincu les 3 boss les plus faibles. Il ne lui restait plus que les 2 derniers, le plus fort et le boss final. Le temps jouait contre lui. Plus il abattrait le boss rapidement, plus la récompense serait précieuse. Dans ses vies précédentes, son meilleur temps de mise à mort était de 43 secondes. Cette fois, il était bien décidé à battre ce record. Il invita Juri à continuer à monter de niveau avec lui. Pendant un long moment, le faucheur noir extermina sans relâche les orques et purifia camp après camp. Lorsque le dernier grand village tomba, un nouveau message apparut, il ne reste plus que 30 minutes avant la fin de la partie. Il avait atteint le niveau 39, mais il manquait de temps pour monter jusqu'au niveau 40. Quant à la pierre de sommeil éternel, son niveau de durabilité était presque à 0. Cela signifiait qu'il avait déjà accumulé 900 points de bonus de caractéristiques grâce à elle. Le moment était venu de s'attaquer au boss final. Il déclara à Juri qu'il devrait se séparer un moment. Il ne pouvait pas l'emmener avec lui. Dans les propos du faucheur noir, Juri comprit que le dernier boss était d'une puissance démesurée. Si elle le suivait, elle ne ferait que le ralentir. Elle lui répondit qu'elle ne pourrait pas l'accompagner, mais qu'elle souhaitait au moins lui accorder un soutien temporaire. Avec les améliorations d'état qu'elle pouvait lui fournir, elle espérait qu'il tiendrait bon face à ce redoutable adversaire. Juri ajouta qu'il l'avait tant aidé qu'elle n'avait rien pour le remercier, sauf peut-être cette pierre précieuse. Le faucheur noir lui répondit qu'elle pouvait la garder. Mais Juri, le regard un peu bas, confia que ce combat avait été très éprouvant pour elle. Sans son aide, elle aurait probablement péri. Elle possédait 2 gemmes, dit-elle, et elle souhaitait offrir l'autre à son petit ami. À ces mots, le faucheur noir n'insista pas davantage et accepta la pierre que Juri lui tendait. Il était évident que Juri pensait constamment à lui, et cela le rendit heureux. Il lui adressa un sourire et déclara qu'il devait partir, ajoutant qu'il se reverrait la prochaine fois. Juri, quant à elle, ressentit une pointe de tristesse, en elle résonnait une question silencieuse, la prochaine fois, quand serait-ce vraiment? Peu après, une magie de traçage serpenta à travers la forêt, confirmant la position du boss final. Guidé par le collier de pistage, la traque du chef suprême s'était précisée, il ne restait plus que 1121 mètres à parcourir. Le fait même de pouvoir localiser la cible prouvait qu'il était encore en vie. Face à ce dernier adversaire, les 3 chefs précédents n'étaient que des obstacles de moyenne difficulté. Pour un joueur lambda, le vaincre nécessiterait la mobilisation d'au moins 300 combattants de niveau 20 ou plus. Au cours des 100 cycles de régression qu'il avait traversés, le faucheur noir avait lui-même été tué à 4 reprises par ce boss, accumulant ainsi une précieuse expérience. C'était grâce à cela qu'il avait fini par établir un record de mise à mort en 43 secondes. Il n'avait pas fallu longtemps pour atteindre l'emplacement du chef, mais la scène qui se dressa devant lui coupa le souffle. Un groupe de 6 joueurs s'était formé pour affronter le boss final. Mais ce qui devait être un combat s'apparentait davantage à une exécution impitoyable. Quelques heures plus tôt, ils s'étaient réunis dans l'unique but d'accomplir une mission avec davantage de sécurité. Ce n'était au départ qu'un groupe temporaire, né de la nécessité. Pourtant, à force de bataille contre les orques, leur coordination s'était perfectionnée. Chacun avait trouvé sa place. Leur niveau avait grimpé en flèche, atteignant le seuil critique du niveau 20, et ils étaient même parvenus à éliminer plusieurs chefs de clans orques, ce qui leur avait valu de nouvelles compétences puissantes. Ceux qui auparavant tremblaient face à des adversaires coriaces les renversaient désormais sans effort. Grisés par leur montée en puissance, ils s'étaient crus invincibles et avaient décidé d'aller défier des clans encore plus redoutables. C'est alors que le chef suprême des orques était apparu à l'horizon. C'était la première fois qu'ils voyaient une créature aussi massive. Enthousiastes, ils avaient décidé de le combattre ensemble. Certains plaisantaient même, affirmant que les récompenses seraient tirées au sort entre tous les membres une fois le boss terrassé. Mais à peine s'étaient-ils approchés que le chef suprême, dans un rugissement dévastateur, avait déclenché une terreur instinctive dans tout le groupe. L'assurance qu'ils avaient acquise s'évapora en un instant.
Ils avaient cru avoir franchi un cap, mais la simple apparition du boss leur montra à quel point ils s'étaient surestimés. En un souffle, la créature s'était projetée sur eux. Avant même que quiconque ne puisse réagir, l'un des membres avait été pulvérisé comme un vulgaire insecte. En un clin d'œil, 2 autres gisaient déjà au sol. L'archer figé par la peur était incapable de décocher la moindre flèche. L'homme encore debout les mains tremblantes, sombrait dans le désespoir. Ce n'était pas un adversaire qu'il pouvait l'affronter. Le chef avait déjà projeté 4 des joueurs dans des cratères profonds de plusieurs mètres. Et lorsqu'il posa enfin les yeux sur le jeune homme, ce dernier comprit qu'il allait mourir. Terrifié, il cria de toutes ses forces, comme s'il pouvait conjurer l'inévitable. Mais au moment où l'orque levait son bras pour l'écraser, le faucheur noir surgit de l'ombre, tranchant l'air dans un éclair foudroyant. En une seule attaque fulgurante, le chef suprême s'effondra, raide mort. L'homme pétrifié n'eut même pas le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Ce monstre invincible venait de tomber d'un seul coup. Il murmura avec stupeur à mi-voix, s'il s'agissait bien du faucheur noir. De son côté, ce dernier restait lui-même surpris. Il n'aurait jamais cru que cette attaque surprise suffirait à vaincre le boss. Une série de notifications résonna alors dans l'interface. Élimination confirmée, niveau augmenté, passage au niveau 40. Le titre du personnage évolua au rang expert, déverrouillant une toute nouvelle fonctionnalité, la négociation. La compétence saut de mort atteignit les 100%, et la portée de la nuit des morts s'étendit désormais sur un rayon de 1000 mètres. Une nouvelle compétence venait également d'être débloquée, destruction lunaire. Il s'agissait d'une capacité exclusive aux émissaires de la mort, infligeant une frappe combinée physique et magique avec un multiplicateur de 1200% sur tous les ennemis dans la zone. Lors de futures attaques massives de monstres, cette seule compétence suffirait à renverser la situation. Une autre série d'alertes s'afficha, acquisition d'un armement avancé d'orques, obtention de dents d'orques. Lorsque l'équilibre fut atteint, l'indicateur afficha une progression de 4 lignes vers l'état de stabilité linéaire. C'est alors qu'une rune d'équilibre apparut dans la main du faucheur noir. Un message s'afficha, signalant que la rune allait automatiquement se fondre dans son corps. Cette rune possédait une particularité rare. Tant que l'écart entre les points attribués ne dépassait pas une certaine limite, elle avait la capacité de les doubler. Le faucheur noir s'était préparé de longue date pour ce moment précis. Depuis des semaines, il avait volontairement limité l'attribution de ces points supplémentaires à chaque montée de niveau, maintenant avec soin un écart favorable pour permettre la pleine efficacité de la rune. À présent, il allait enfin découvrir les véritables merveilles que cette rune d'équilibre pouvait lui offrir. Mais à l'instant où l'énergie se mit à circuler en lui, une onde de choc parcourut son corps. Le faucheur noir n'en crut pas ses propres yeux, il s'était attendu à un renforcement. Bien sûr, mais jamais il n'aurait imaginé une augmentation aussi vertigineuse de ses statistiques. À cet instant précis, le faucheur noir restait figé dans la stupeur, il n'aurait jamais cru possible d'obtenir autant de points. Bien sûr, la chance naturelle de Ryu y avait contribué, mais ce qui le faisait frémir, c'était d'avoir réussi à éliminer un haut gradé orc en à peine une seconde, ce qui déclenchait le bonus de défi éclair. Une voix mécanique impitoyable avait retenti dans le vide, on le félicitait pour avoir tué un orc en moins d'une seconde, et lui annonçait une récompense de 100 000 pièces d'or. Dans sa vie précédente, il lui avait fallu 43 secondes pour venir à bout d'un adversaire de ce calibre, ce qui lui avait à peine valu un peu plus de 20 000 pièces. Cette fois, le système venait de lui confirmer qu'il avait établi un nouveau record, qui serait inscrit à jamais dans les annales. En prime, une récompense unique allait lui être accordée. Pour Ryu qui avait déjà vécu cette boucle des centaines de fois, c'était bien la première fois qu'un tel événement se produisait. Le message s'afficha, froid et implacable, il pouvait choisir un objet véritablement unique. Son cœur tiraillé entre excitation et appréhension, cliqua sur la section des objets puissants. Une liste s'ouvrit devant lui. Il pouvait réellement choisir un équipement spécial. Pourtant, il n'avait pas besoin d'une arme, les matériaux nécessaires à l'évolution de sa faux de la mort étaient déjà entre ses mains. Ce qu'il lui fallait, c'était un casque. Toujours absorbé par l'euphorie du choix, Ryu n'avait pas remarqué le regard sidéré du combattant qui se tenait à ses côtés. Cet homme venait d'assister impuissant à l'exécution foudroyante du haut orc par le faucheur noir. Avant même que l'autre ne prononce un mot, Ryu s'était déjà éloigné au loin. Et à cet instant, la voix céleste de l'ange s'éleva dans les airs, demandant à tous si les missions avaient été remplies. En jetant un œil aux survivants, on comprenait vite qu'en l'espace de 10 heures seulement, bon nombre de joueurs avaient péri. Les orques avaient certes été renforcés, mais une coopération bien menée suffisait encore à assurer la victoire. L'ange invita alors tout le monde à découvrir les résultats de cette manche. Dans cette zone, le premier rang revenait sans surprise au faucheur noir. Au classement général, encore lui. Toute l'assemblée resta bouche bée. Ryu venait de franchir le niveau 40, et ce, en une seule heure. Il avait éliminé 308 orques à lui seul, en seulement une heure. Pourtant, lui n'avait qu'une chose en tête, découvrir sa récompense. Les annonces se succédaient. Le premier de chaque région obtiendrait un coffret au choix contenant un collier de rang épique. Le premier du classement global, quant à lui, recevrait un coffret spécial contenant une récompense unique.
Le système lui rappelait qu'il avait pris part à 5 manches de jeu consécutives, devenant ainsi l'un des tout premiers à obtenir un titre exceptionnel. Il avait accompli un exploit que personne d'autre n'avait su égaler, recevant le titre rare, celui qui surpasse les autres. Ce titre s'accompagnait d'un bonus d'expérience permanent de plus 50%. Et pour couronner le tout, le coffret de récompense épique contenait 3 colliers aux propriétés différentes. La plupart des joueurs en auraient choisi un au hasard. Mais Ryu, lui, en connaissait déjà les effets. Il sélectionna sans la moindre hésitation le collier de la Java. Certes, ses bonus d'attributs étaient faibles, presque négligeables, mais sa résistance magique était exceptionnelle, offrant un gain direct de plus 30. Et dans les combats à venir, ce genre d'artefact allait devenir rare et hors de prix. En tant que premier de la zone, d'autres récompenses lui étaient proposées, mais à ses yeux, seul le bonus d'expérience comptait vraiment. C'est alors que l'ange interrompit brutalement l'annonce du classement, prenant à nouveau la parole. Tout le monde, affirma-t-elle, avait eu le temps de consulter ses résultats. Mais la vérité éclata, sur tous les participants, seuls 1585 avaient réussi à remplir la mission. Tous les autres allaient devoir faire face à leur sort, celui de la mort. Les cris d'agonie se multiplièrent dans la lumière divine, que l'ange observait avec un détachement glacial. À ses yeux, ce n'étaient que des insectes implorant une pitié inexistante. Ryu, solide et impassible, ne put retenir un ricanement. Ces soi-disant anges n'étaient que des pantins au service d'un pouvoir plus sinistre. L'ange les rabroua une dernière fois, il n'avait même pas complété les quêtes secondaires. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle se rendit compte que Ryu l'avait bel et bien accompli, et ce, plus de 10 minutes auparavant. Un frisson parcourut la créature céleste. Comment le faucheur noir avait-il pu aller aussi vite? L'ange préféra ne pas s'attarder sur la question. Elle déclara alors que les survivants étaient libres de retourner dans le monde réel. Une fois revenu dans la réalité, Ryu s'étira longuement. Il pouvait désormais passer à l'amélioration de sa précieuse arme. La faux de la mort servirait de matériau principal. Il comptait y ajouter un cœur d'orque, un totem mystérieux, une flèche rouillée, ainsi que plusieurs dents d'orque. Ce mélange allait permettre une évolution majeure. Lorsqu'il valida l'opération, la faux devint d'un noir profond, traversée d'une lueur dorée à peine perceptible. Elle semblait vivante, prête à trancher des âmes elle-même. Désormais, elle possédait une puissance unique et une capacité de dégâts supplémentaires, particulièrement efficace lorsqu'elle était maniée par un porteur de la classe faucheur. Un sourire fendit alors le visage de Ryu. Il était déjà bien plus puissant que dans sa vie antérieure. Il venait de massacrer un orc en une attaque et empocher 100 000 pièces d'or. Il allait s'en servir pour apprendre des compétences nouvelles. Parmi elles, la capacité de détection périphérique lui permettrait de sonder les alentours avec une acuité impressionnante. Sa vision dynamique serait renforcée, rendant toute chasse bien plus facile, et surtout, sa résistance générale serait augmentée de 15% dans toutes les catégories. Il lui restait encore 14 000 pièces, qu'il comptait garder pour acheter les objets rares qui réapparaîtraient dans quelques jours. Puis, il activa une autre compétence, Track. Il comptait bien l'utiliser pour retrouver la trace de Youngmine. Si la compétence de Track parvenait à fonctionner, cela signifiait que la cible était encore en vie. Ryu le savait, il aurait encore besoin de lui comme d'un pion dans la manche suivante. Et cette prochaine manche serait aussi leur dernier rendez-vous. Dès la fin du tour, dès le lendemain, Ryu invita Juri à le retrouver. La jeune fille, le cœur battant comme un tambour, se demandait avec une nervosité grandissante pourquoi il tenait tant à la voir si rapidement. Des pensées troublantes commençaient à monter dans son esprit, mais elle secoua vivement la tête. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à des fantasmes, pas en pleine journée. Peu après, Ryu arriva sur les lieux. En voyant Juri s'agiter aussi fébrile qu'un petit pie au printemps, un léger sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il la taquina affirmant qu'elle semblait n'avoir pas pu attendre une minute de plus pour le retrouver. Juri, le visage écarlate, ne put que baisser les yeux. Mais Ryu, amusé, ne relâcha pas la pression. Au contraire, il entama la discussion en lui demandant comment s'étaient passés les résultats de la 5e manche. Juri expliqua avec enthousiasme qu'elle avait décroché la seconde place, principalement grâce au soutien du faucheur noir. En récompense, elle avait reçu un collier de niveau intermédiaire, un bijou qui selon elle, lui irait mieux qu'à quiconque. Mais à ses yeux, tout cela n'aurait été possible que grâce à Ryu, puisqu'il lui avait permis de rejoindre l'équipe du faucheur noir. Elle voulut même lui offrir le collier, geste qui poussa Ryu à refuser aussitôt, embarrassé. Il insista en expliquant que ce bijou renforçait l'agilité, une statistique inutile pour un voyant. De toute manière, il n'était encore qu'au niveau 19, bien en dessous du prérequis. En y réfléchissant, elle convenait elle-même que le rôle d'un devin n'était pas de se battre. Cette remarque piqua la curiosité de Juri, qui l'interrogea à voix basse. Comment un tel rôle parvenait-il à se défendre en pleine bataille? Ryu confessa alors, le visage un peu penaud, que les voyants disposaient de quelques compétences mineures, mais qu'elles étaient si dérisoires qu'il préférait ne pas les mentionner. Juri poursuivit en sortant un autre objet de son inventaire. Il s'agissait d'un cristal qu'elle avait obtenu en montant de niveau, une gemme capable d'améliorer les attributs d'un équipement.
Elle voulait lui offrir. Mais Juri, le regard un peu bas, confia que ce combat avait été très éprouvant pour elle. Sans son aide, elle aurait probablement péri. Elle possédait 2 gemmes, dit-elle, et elle souhaitait offrir l'autre à son petit ami. Son petit ami. Ryu, touché, contempla la jeune fille devant lui. Toujours attentionnée, toujours tournée vers lui. Il ne pouvait pas refuser cette preuve de tendresse. Il accepta donc la gemme et lui dit avec une sincérité calme qu'il était heureux de savoir qu'elle pensait toujours à lui. Puis, à son tour, il annonça avoir quelque chose à lui offrir. Juri, figé, sentit son cœur rater un battement. Était-ce ce à quoi elle pensait? Avait-elle deviné ses intentions? Mais ses espoirs s'évanouirent bien vite quand Ryu poursuivit. Ce qu'il voulait lui donner, c'était des infos du 6e tour du jeu. Juri resta bouche bée, son visage prenant une teinte mêlée de déception et d'embarras, avant de forcer un sourire pour dissimuler son trouble. Elle tenta de se reprendre, affirmant que c'était une bonne nouvelle de connaître les détails du prochain tour. Après une courte pause, elle demanda s'il était possible qu'elle reforme une équipe avec le Faucheur Noir pour la prochaine manche. Ryu lui répondit que ce dernier n'avait aucune raison de refuser, car elle avait prouvé sa valeur pendant la 5e manche grâce à ses puissantes compétences de soutien. Il l'interrogea à son tour. Ce Faucheur Noir s'était-il montré désagréable avec elle? Juri secoua la tête. Au contraire, il s'était montré très prévenant, même si avoua-t-elle, cela ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. Elle pensait qu'un joueur de son niveau, classé premier au niveau mondial, serait forcément arrogant, prétentieux. Et pourtant, la réalité était tout autre. C'était un homme à la fois puissant et d'une douceur inattendue. Elle alla même jusqu'à confier qu'elle avait la sensation étrange que le Faucheur Noir pouvait lire dans les pensées. Ce à quoi Ryu ne répondit rien. Il songea simplement que cela devait être dû à la rune qu'il possédait, celle qui lui permettait justement de percevoir les pensées intérieures. Mais il ne se sentait pas aussi exceptionnel que Juri semblait le croire. Il savait qu'il avait échoué 99 fois dans ce jeu infernal. Et son dernier échec en était le plus lamentable, perdre la partie à cause de l'absence de 4 membres supplémentaires. Et aujourd'hui encore, il avait conscience que cette manche serait sa toute dernière chance. Juri le tira alors de ses pensées, sa voix pleine d'inquiétude. Elle voulait savoir s'il était préoccupé par ce 6e tour. Elle se montrait rassurante, si leurs zones pouvaient être fusionnées pour le prochain tour, alors elle pourrait vraiment l'aider. Juri était vraiment d'une douceur incomparable, intérieurement, elle se sentait transportée, son cœur s'illuminant comme un feu d'artifice. Elle lui fit la promesse de devenir encore plus forte, afin que le jour venu, lorsque les zones fusionneraient, elle soit celle qui le protège. Ryu, consciente de qui était véritablement le Faucheur Noir, ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quoi ressemblerait l'expression du visage de Juri si elle apprenait que c'était Ryu lui-même. À la tombée du jour, Ryu pénétra dans l'imposant immeuble du démon divin. Ce dernier, en le voyant arriver, déclara qu'il l'avait attendu longtemps. Grâce aux informations fournies par Ryu, il avait pu terminer sans encombre les missions du 5e tour. Cette fois, s'il venait le trouver, c'était pour 2 raisons bien précises. Ryu ne tarda pas à les exposer. D'abord, il s'agissait des informations cruciales concernant la 6e manche du jeu. Depuis la 5e, le démon divin lui faisait entièrement confiance, et Ryu comptait bien utiliser cette relation à bon escient. Mais au-delà de la prochaine manche, il y avait une autre chose, bien plus importante encore, la convocation d'une assemblée des actionnaires. Selon ses visions, il devenait impératif de modifier à la fois le nom de l'entreprise et son orientation commerciale. Ce n'était qu'à ce prix qu'il pourrait véritablement prospérer. Ryu précisa qu'il se chargerait de soumettre cette proposition en assemblée, et que le démon divin n'aurait qu'à y donner son accord. Si d'autres actionnaires s'y opposaient, alors ce serait à lui de les convaincre. Le monde du jeu des anges était en mutation constante. De plus en plus de joueurs aguerris apparaissaient à chaque manche. Ryu en était convaincu, il était temps de créer une communauté dédiée, un réseau exclusivement composé de véritables joueurs. Il évoqua même une anecdote saisissante, un vêtement d'apparence minable, déchiré, d'un niveau ridiculement bas, mais que certains hommes étaient prêts à acheter en sacrifiant tous leurs biens. Car ceux qui savaient vraiment voyaient au-delà des apparences. Ce morceau de tissu cachait un secret bien trop précieux pour être ignoré. Avant même d'en percer le mystère, Ryu avait besoin que le démon divin crée un site d'échange entre joueurs. Face à cette requête, le démon divin restait sceptique, était-il vraiment nécessaire de réorienter toute l'entreprise vers une plateforme de transaction entre joueurs? Après tout, ces joueurs dotés de puissance surnaturelle avaient-ils encore besoin d'argent? Mais Ryu fut catégorique, oui, c'était indispensable. Dans ses prédictions, il avait vu ces joueurs, certains déjà au niveau 40, continuer à utiliser de l'or pour leurs transactions. C'était un indice majeur. Et une fois ce niveau atteint, la fonction « marché » du jeu se débloquerait enfin. Il leur suffisait de créer une plateforme sûre, fiable et centralisée, un endroit où les joueurs pourraient échanger librement, tout en leur versant une commission à chaque opération. C'était maintenant ou jamais. L'opportunité était parfaite et Ryu le savait. Mais le démon divin restait prudent. Après la mise en ligne du site, les joueurs l'utiliseraient-ils vraiment? Ryu lui avait déjà la réponse.
Il expliqua que les objets acquis en jeu ne pouvaient être revendus à des boutiques traditionnelles. Après 5 manches successives, les joueurs disposaient déjà d'un surplus massif d'objets. Et ceux qui avaient franchi le niveau 20 commençaient à découvrir les propriétés cachées des équipements. Lorsque tous atteindraient le niveau 40, le besoin d'échanger des matériaux grimperait de manière exponentielle. Cette perspective fit lentement pencher le démon divin. Il prit le temps de réfléchir, puis reconnut que l'idée avait un potentiel énorme. Il envisageait même l'ajout futur d'un système d'enchères. À ses yeux, tout ce que disait Ryu s'avérait crédible, et surtout visionnaire. C'était pour lui une opportunité en or, dominer un marché encore inexploité, collecter tous ces objets que les autres négligeaient, et grâce à eux, créer des équipements uniques, peut-être même légendaires, voire mythiques. Puisque la décision était prise, Ryu, en tant qu'actionnaire majoritaire de l'entreprise, devait choisir le nom du nouveau site. Il opta alors pour un titre simple, direct, tourné vers ceux qu'ils allaient servir, le monde des joueurs. Il précisa que tout devrait être opérationnel avant la fin de la 6e manche. Le démon divin curieux lui demanda à quoi ressemblerait cette fameuse 6e manche. Ryu répondit en détail, et bientôt, son interlocuteur comprit que la coopération en groupe y serait encore une fois essentielle. Il le remercia sincèrement, s'allier à Ryu lui apportait décidément d'immenses avantages. Il promit de faire avancer l'organisation de l'assemblée au plus vite, mais avertit qu'il aurait besoin de sa présence pour présenter la vision stratégique. Quelques jours plus tard, Ryu ne cessait de consulter l'heure sur son téléphone. Dès que minuit sonna, il se précipita sur la boutique du jeu pour voir les objets fraîchement apparus. Un vêtement misérable, déchiré, semblait n'avoir aucune valeur, et pourtant, il était affiché à 20 000 pièces d'or. Pour n'importe quel joueur lambda, seul un fou gaspillerait autant pour un objet aussi pitoyable. Mais Ryu, lui, n'hésita pas une seconde, il l'acheta sans sourciller. Il était l'un des rares à savoir que ce vêtement en apparence inutile renfermait un pouvoir caché. Car seuls ceux qui possédaient les schémas de fabrication pouvaient comprendre à quoi servaient réellement certains composants. En rassemblant les bons matériaux, il deviendrait facile de forger un équipement de haut rang. Ryu savait qu'il allait devoir lui aussi se servir de ce type d'objet pour accumuler des richesses en masse. Mais pour l'heure, une autre tâche l'attendait, convaincre les actionnaires au lendemain, durant la grande réunion. Le lendemain justement, tous les partenaires de l'entreprise étaient présents. Lorsque Ryu introduisit le sujet de la transformation du modèle économique vers une plateforme dédiée aux joueurs, une vague de scepticisme traversa la salle. Pour beaucoup, ceux qui avaient acquis des pouvoirs grâce au jeu n'avaient plus besoin d'or. Pourquoi leur faudrait-il encore marchander? Mais Ryu prit le temps de répondre, point par point, à toutes les objections. Et peu à peu, ses arguments firent mouche. Finalement, la proposition fut adoptée à l'unanimité. Ta performance a largement dépassé toutes mes attentes, c'est ce que le démon divin déclara en toute sincérité. Il prit alors la responsabilité complète de la mise en ligne de la nouvelle plateforme. Ryu, lui, savait qu'une autre tâche capitale l'attendait désormais, exploiter le levier que représentait Youngmin. Au même moment, quelque part dans les profondeurs du réseau, se tenait une réunion confidentielle du PCW, une alliance clandestine constituée uniquement de joueurs. Une organisation née de la fracture entre monde réel et monde virtuel, forgée en opposition aux États. Ryu, sous une fausse identité, les avait déjà approchés par le passé, dans l'unique but d'obtenir une rune de clonage. Cette fois-ci, la réunion se tenait quelques jours plus tôt que prévu. Une femme intriguée demandait pourquoi cette urgence. Le visage grave, un homme répondit que l'équipe chargée de recruter de nouveaux membres avait disparu. Et maintenant que la 5e manche était terminée, leur silence ne pouvait plus signifier qu'une chose, ils avaient tous été éliminés. Un signal sonore retentit soudain, le président de l'Alliance venait d'entrer dans la salle virtuelle. La voix grave du leader résonna entre les murs numériques. Il constata que les participants étaient bien moins nombreux que d'ordinaire, mais il se disait heureux de voir que ceux qui étaient là avaient survécu. Il confirma ensuite que les agents de recrutement n'avaient plus donné aucun signe de vie. Et pire encore, tous les joueurs qui avaient postulé pour intégrer leur alliance étaient désormais morts. Seul le faucheur noir était encore en vie. Il avait vu les résultats de la 5e manche. Et quelque chose le troublait, pourquoi le faucheur noir avait-il fait une demande pour rejoindre leur organisation, avant de la retirer aussitôt? Une enquête avait révélé que l'individu qui avait utilisé son nom était un imposteur. Celui-ci était mort dans des circonstances tout aussi étranges. Un autre membre prit la parole. À ses yeux, il était évident qu'il s'agissait d'un usurpateur. Après tout, comment un joueur aussi prestigieux aurait-il pu s'abaisser à rejoindre un groupe comme le leur? Mais cette remarque ne passa pas inaperçue. Le président se redressa lentement, le ton plus froid que jamais. Il lui demanda ce qu'il entendait par là, qu'entendait-il au juste par un groupe comme le leur? L'homme balbutia, conscient qu'il avait été trop loin. Il tenta de se justifier, prétendant seulement que quelqu'un comme le faucheur noir, premier au classement, devait sans doute être arrogant et inaccessible. Mais le président ne voulait rien entendre. Pour lui, c'était une offense directe envers l'Alliance. Il le releva sur le champ de toutes ses fonctions, expliquant qu'il ne pouvait tolérer la moindre insulte envers leur cause. Et d'un seul geste, il l'exclut brutalement du canal de discussion. L'incident fut classé comme un simple incident secondaire.
Le président invita alors les autres membres à poursuivre la réunion comme si de rien n'était. Tous, même s'ils nourrissaient intérieurement des doutes et du mécontentement à l'égard de l'Alliance, n'osèrent rien dire à voix haute. Soudain, un autre homme s'écria, quelqu'un venait de demander à le rejoindre en utilisant le nom du faucheur noir. Tous les regards se tournèrent vers lui, stupéfaits. Cette fois, l'individu prétendait réellement être le faucheur noir, mais son identité affichée par le système révélait un tout autre nom, Young-min. Le président ordonna qu'on valide sa demande. Il fallait le rencontrer en personne. Si jamais c'était une farce, il jura de le faire disparaître sans la moindre hésitation. Assis devant son écran, Ryu observait la scène avec calme. Quelqu'un avait osé, une fois de plus, salir le nom du faucheur noir. Il le savait, il ne resterait pas les bras croisés. Ils allaient forcément envoyer quelqu'un pour traquer ce Young-min. Et cela tombait bien, car cette fois, il comptait passer à l'action lui-même. L'attitude de cette organisation était non seulement irresponsable, mais surtout dangereuse. Pour intégrer l'Alliance, il fallait assassiner un civil. Une telle logique ne ferait qu'accentuer le conflit entre joueurs et non-joueurs, jusqu'à précipiter l'effondrement total de la société. Ryu devait en finir avec la direction actuelle. Il devait prendre leur place, les renverser un à un, et s'assurer que le contrôle de l'Alliance lui revienne. Il voulait que cette structure reste en place, mais sous sa domination. Pendant ce temps, dans une petite supérette d'un quartier anonyme, un homme armé d'un couteau braquait un vieillard. Il le menaçait d'une voix tremblante mais décidée. S'il tenait à la vie, il devait lui remettre tout l'argent immédiatement. Il n'était pas là pour plaisanter. Il lui laissait une seule minute. Le vieil homme tremblant sortit tout ce qu'il avait de sa caisse. Le voleur assura qu'il n'avait pas envie de tuer qui que ce soit, mais il interdit toute tentative d'alerte. Une fois l'argent volé, il s'enfuit à toute vitesse dans la ruelle. Il vérifia les environs, puis retira lentement sa cagoule. Sous le masque, un visage apparut, celui de Young-min. Il esquissa un sourire. Quelle prise! Avec ça, il n'aurait pas à s'inquiéter pour son argent avant un bon mois. Devenir joueur lui permettait de vivre librement dans la réalité, sans contrainte, sans loi. Mais au fond, il n'arrivait pas à se défaire d'un doute obsédant, était-il vraiment capable de survivre indéfiniment dans le jeu des anges? Le faucheur noir, cet être maudit avait réduit ses statistiques à néant, lui avait arraché tous ses amis, tout son soutien. Il n'arrivait pas à l'oublier. Et s'il le croisait dans le monde réel? Son regard se durcit. Il en fit le serment intérieur, avec une froideur tranchante, il allait le faire disparaître. Peu après, Young-min rentra enfin chez lui. À peine avait-il franchi le coin de la rue qu'il aperçut, debout devant la porte de son appartement, un homme immobile qui semblait l'attendre depuis un certain temps. Pris de méfiance, il s'arrêta net, fronça les sourcils, puis demanda avec suspicion qui il était, et pourquoi il se tenait exactement devant chez lui. L'homme lui retourna une question directe, presque moqueuse. Il voulait savoir s'il avait bien affaire à Young-min. À l'écoute de son propre nom prononcé par un inconnu, une vague de nervosité traversa le corps de Young-min, sa gorge se serra légèrement. Il balbutia, demandant à l'homme qui il était exactement. Était-il policier? La question fusa, trahissant l'angoisse croissante qui se logeait déjà dans son esprit. Mais l'homme esquissa un sourire sans répondre directement. Au lieu de cela, il s'interrogea à voix haute, était-ce parce qu'il utilisait son statut de joueur pour commettre des délits que Young-min semblait aussi tendu? Puis, l'individu déclara qu'il était un administrateur de l'Alliance des joueurs, et qu'il avait reçu ce matin même une demande d'adhésion provenant de l'identité de Young-min. Ce dernier totalement désorienté, fronça encore plus les sourcils. De quelle demande s'agissait-il? Il n'était au courant de rien. L'homme d'abord pris de court, resta un instant silencieux. Il comprit alors, Young-min n'était pas le faucheur noir. Il s'apprêta à faire volte-face, murmurant qu'il s'était visiblement trompé de personne, qu'il allait s'en aller. Mais Young-min frustré et paniqué, le retint d'un ton plus fort, exigeant au moins une explication. Il voulait savoir ce qu'il se passait, ce que signifiait tout cela. Qui avait osé utiliser son nom pour se faire passer pour le faucheur noir? Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un murmure glacial presque imperceptible s'éleva à quelques centimètres de son oreille. C'était moi. La voix venait de si près qu'elle semblait provenir de l'ombre elle-même.